Bonjour à tous, vous écoutez Marie Petitot, la plume qui dépoussière l'histoire et fait revivre les personnages du passé. L'Orient Express, épisode 2, dans l'or et les glaces. Immédiatement, l'Orient Express trouve son public enthousiaste. Le Bosphore est devenu une banlieue de la Seine, écrit le journaliste Edmond About à son retour du voyage inaugural. Et pour vivre le rêve, il faut débourser 700 francs or de l'époque, soit la moitié du salaire annuel d'un ouvrier qualifié. Le voyage n'est donc pas possible pour tout le monde, ce qui n'empêche pas le train d'être complet. Un journaliste note quelques semaines après l'inauguration. Le succès de ce train est clair, composé de wagons-lits, salons et restaurants, de Paris à Constantinople en 80 heures, dépasse les prévisions de la compagnie internationale des wagons-lits qu'il a créée. Tous les départs de Paris et la plupart des retours de l'Orient depuis 15 jours ont eu lieu sans qu'il restât une place libre dans les voitures. Cet engouement n'est pas qu'une curiosité éphémère. Nagelmakers s'éteint en 1905, mais l'intérêt pour l'Orient Express ne cesse de croître au fil des ans. Si les convois militaires sont priorisés pendant la Première Guerre mondiale, l'Orient Express connaît ensuite un véritable âge d'or qui s'étend des années 1920 à la Seconde Guerre mondiale. C'est l'époque où le train s'érige en vitrine artistique. Dans les nouveaux wagons, en métal vert foncé galonné d'or, un écrin art déco brillant et luxueux est imaginé par les meilleurs artistes et artisans de l'époque. Le décorateur René Proux, auréolé de son succès triomphal à l'exposition internationale des arts décoratifs en 1925, conçoit et décore 6 voitures du nouveau train flambant neuf. Cette alliance de marqueterie d'essences rares et de nacre, de fleurs au style cubiste, de moquettes épaisses et de bergères en velours compose un ensemble d'un raffinement inouï. Des appliques de bronze poli qu'il a lui-même dessinées éclairent doucement les lacs et les dorures. Cette ambiance à la fois feutrée et moderne est complétée par le travail exceptionnel de René Lalique. Ce joaillier et maître verrier de génie incruste les murs de célèbres panneaux en verre soufflé qui valent aujourd'hui à plusieurs wagons le titre de monument historique. Il apporte une touche enchanteresse unique au monde. Le salon Flèche d'Or, par exemple, avec ses panneaux de femmes en pâte de verre bleuté, incrustés dans les boiseries d'acajou de Cuba. Toutes ces réalisations sont à l'origine d'un style Orient Express, inimitable et audacieux, que toutes les grandes personnalités de l'époque veulent admirer. Après les grandes demi-mondaines du début du XXe siècle, ce sont surtout de riches marchands, des membres des cours royales européennes et des célébrités qui prennent place à bord. Le roi Léopold II de Belgique, Ferdinand Ier de Roumanie, Marlène Dietrich, Jean Gabin, Coco Chanel, Tolstoï, Jean Cocteau ou même Sigmund Freud et Albert Einstein. C'est aussi à cette époque qu'une célèbre voyageuse de l'Orient Express s'inspire de faits réels pour écrire en 1934 un best-seller qui entretient encore aujourd'hui la légende. Agatha Christie et son fameux Crime de l'Orient Express. En 1934, la reine du crime a déjà 17 romans policiers à son actif. Le 18e est très attendu par les inconditionnels. Il connaît d'ailleurs à sa sortie un immense succès. Quelle est donc l'histoire du Crime de l'Orient Express ? L'intrigue commence lorsque le célèbre détective Hercule Poirot décide de quitter Alep en direction de l'Europe et prend place à bord du luxueux Orient Express. À peine le voyage a-t-il commencé que le train est arrêté au milieu de nulle part, coincé par la neige.
Ajoutons par-dessus une sombre histoire de meurtre, de princesses, d'espions et de commerçants aux visées troubles, et la romancière tient son chef-d'œuvre. S'il n'y a jamais eu aucun crime commis à bord de l'Orient Express, la toile de fond de l'intrigue s'inspire en revanche d'un réel incident survenu en 1929 et abondamment raconté dans la presse par des voyageurs l'ayant vécu. Que s'est-il passé ? Le 29 janvier 1929, l'Orient Express quitte Paris. Les voyageurs sont alors loin de se douter que rien ne va se passer comme prévu. Leur voyage idyllique se transforme rapidement en cauchemar. Je laisse la parole au chroniqueur Hervé Marot. À dire vrai, leur faste trajet se déroule sans encombre jusqu'à ce que le train luxueux passe la frontière bulgare. Seuls 130 maigres kilomètres le séparent de son terminus. À son arrivée en Thrace orientale, il fait face à des conditions météorologiques d'une ampleur inédite. Une puissante tempête de neige fait rage au point de former des amas de neige de grande ampleur sur les voies. Alors que le train arrive au village de Cherkeskoy, la situation prend une tournure telle que le train est soudainement bloqué au milieu d'une Turquie aux allures de Sibérie. Impossible de rebrousser chemin en faisant machine arrière. En amont et en aval, la neige qui n'en finit pas de tomber en palanquet se transforme dorénavant en glace. Alors que la température descend pour atteindre les moins 25 degrés, la neige ensevelit méthodiquement le train dont on ne perçoit plus guère que la forme grâce aux lumières et à la vapeur qui s'en échappe encore. C'est bien simple, l'Orient Express a disparu, emmitouflé dans un mastaba de blancheur à glacer le sang de ses occupants. Et à Istanbul, l'absence en gare du train mythique, connu pour sa ponctualité, surprend d'abord, avant de commencer à inquiéter au plus haut point. René Gilou, courrier diplomatique à bord du train pendant ces journées effroyables, raconte l'enfer qu'il a vécu au journal L'Intransigeant le 22 février 1929, juste après être sorti de l'enfer. Notre locomotive devant faire de l'eau est dételée pour aller au réservoir situé à 300 mètres de là. Pendant ce temps, les tuyaux en cuivre de nos voitures gèlent complètement. On ne peut pas réatteler la locomotive. Il fait 6 degrés au-dessous de zéro dans nos voitures que balancent les rafales de vent. Les voyageurs se couchent tout habillés et s'enveloppent dans leur couverture. Mais il fait si froid qu'il est impossible de dormir. Pendant la nuit, la neige pénètre dans nos cabines. Il y a de la neige sur les petites tables, sur nos couchettes, sur le sol. Nous n'avons plus ni chauffage ni éclairage. Pour notre nourriture, le ravitaillement a été fait le mieux possible. Le maître d'hôtel, le chef cuisinier et ses aides achetèrent dans le village situé à 1500 mètres des poulets vivants, des lièvres, un mouton, des œufs, vendus à prix d'or par les paysans. Le soir, nous nous éclairons avec des bougies. Les jours passent sans nouvelles. Impossible de télégraphier, les lignes sont coupées. Au bout de plusieurs jours, nous apprenons que la hauteur de la neige sur la voie atteint dans les endroits encaissés jusqu'à 10 mètres de hauteur. Certains journaux saluent encore l'héroïsme des agents du train qui montent sur le toit des voitures par moins 30 degrés pour aller collecter de la glace qu'ils tentent de transformer en eau à l'aide de briquets. Le soir venu, d'inquiétantes silhouettes se dessinent au loin sur la neige. Des loups. Ils viennent rôder jusqu'au faubourg d'Istanbul. Pareil hiver ne s'était pas vu depuis 40 ans dans la région. 1 millier d'ouvriers travaillent en permanence, nuit et jour, pour dégager les voies dans toute la région sinistrée. Enfin, le 11e jour, un chasse-neige parvient jusqu'à l'Orient Express et dégage la voie laborieusement
station par station. Ce n'est que le mardi, après 12 jours de calvaire et un défilé ininterrompu de murs à pic glacés, que les voyageurs arrivent sains et saufs à Istanbul. Cet événement connaît un immense retentissement dans la presse. Agatha Christie aurait eu bien tort de se priver d'un tel fait divers, ô combien inspirant et en effet sublimé par son imagination débordante. L'Orient Express est le théâtre d'autres incidents au dénouement beaucoup moins heureux. Ainsi, le 12 septembre 1931 est hissé au rang du jour le plus triste de son histoire. Un attentat à la bombe fait sauter un viaduc en Hongrie au moment du passage du train. « 9 wagons sur 10 déraillent et basculent dans l'abîme. Bilan, 20 morts et une centaine de blessés. La coqueluche du tout Paris, Joséphine Baker, surgit du seul wagon indemne, la voiture 3309 exactement, pour aller porter secours aux blessés. Elle reviendra plus tard chanter un récital sur le lieu de l'accident. L'Orient Express est fortement marqué par les deux guerres mondiales, alors autant spectateur qu'acteur de l'histoire. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé dans la voiture numéro 2419. Le 22 juin 1940, les Allemands choisissent délibérément la même voiture, symbole de leur humiliation passée, pour signer de nouveau l'armistice avec la France, dans un rapport de force complètement inversé. Dès le lendemain, Hitler prend un malin plaisir à acheminer ce maudit fourgon de grand luxe jusqu'à Berlin. Il l'exhibe comme un otage, un trophée de guerre, paradant devant la porte de Brandebourg puis dans le parc de Lustgarten. Plus tard, la voiture 2419 est évacuée de Berlin devant l'avancée des Alliés. En 1944, Hitler ordonne à ses SS de dynamiter le wagon stationné en Thuringe. L'Allemagne nazie est en mauvaise posture. Hors de question que la voiture ne retrouve son lieu de gloire en France. Cette fameuse voiture 2419 n'est pas la seule victime de la Seconde Guerre mondiale. L'Orient Express est considérablement malmené. Les célèbres wagons verts sont éparpillés dans toute l'Europe, empruntés à vie par les pays ennemis ou rendus sous la forme d'épaves. C'est le début de la fin. La compagnie des wagons-lits peine à se remettre des dégâts considérables causés à son matériel et à ses infrastructures. Les 30 Glorieuses voient l'avènement du transport aérien, désormais privilégié par les voyageurs aisés, tandis que le fameux rideau de fer rend les républiques populaires de l'Europe de l'Est méfiantes à l'égard de l'Orient Express, ce pont malvenu vers l'Occident. Elles multiplient donc les contrôles aux frontières. Et oui, elles savent très bien que le train est emprunté par des diplomates, des espions ou des réfugiés qui tentent de traverser le rideau de fer. La fréquentation de l'Orient Express diminue drastiquement. Il effectue son dernier voyage en 1977, après une épopée de près de 100 ans. Le faste des soirées mondaines dans les wagons-salons et l'exotisme d'un voyage si novateur ne sont plus qu'un lointain souvenir. Mais un souvenir ô combien tenace et puissant. Agatha Christie n'est pas la seule à être inspirée par cette ambiance mystérieuse et naturellement propice aux fantasmes qui règnent à bord de l'Orient Express.
Avant elle, le grand reporter et journaliste Maurice Descobras publie son roman La Madone des Sleepings. Édité en 1925 et vendu à 300 000 exemplaires après sa parution, c'est un des premiers textes à situer un récit dans l'Orient Express. Quel cadre parfait pour un huis clos! Dans cet espace cloisonné, qui semble à l'abri du temps qui passe et des vicissitudes du monde extérieur, les voyageurs paraissent préservés des conflits et des empires qui s'effondrent. En 1932, Joseph Kessel publie son roman Wagon-lit chez Gallimard. Le décor est évidemment celui de l'Orient Express. On peut y lire « Les femmes dans les couloirs paraissaient plus belles, les hommes plus audacieux. Le miracle était à l'intérieur de cette boîte close, vernie et capitonnée. C'est que, du meurtre ou de l'amour, tout est possible. » La promiscuité imposée par l'atmosphère feutrée de l'Orient Express inspire au début du XXe la maison close parisienne 122. Cette maison close érigée en institution propose à ses clients une chambre Orient Express décorée comme un compartiment. Les options à la demande, des bruitages imitant un quai de gare ou bien l'intervention d'un contrôleur très coquin pouvant prendre part aux réjouissances. Le cinéma s'empare aussi de l'Orient Express pour ne plus jamais le quitter. Le premier film sur ce train de luxe est une œuvre des Frères Lumière datant de 1895. À partir de là, tous les acteurs rêvent de tourner dans l'Orient Express. James Bond incarné par Sean Connery dans Bon baiser de Russie en 1963, ou bien les multiples versions du crime de l'Orient Express, la dernière datant de 2017, avec une flopée de stars hollywoodiennes au casting. Après le dernier voyage de l'Orient Express en 1977, une autre compagnie prend le relais en 1982. La Venise-Simplon Orient Express, fondée par James Sherwood, relie Paris à Venise et Vérone et propose une fois par an le voyage mythique jusqu'à Istanbul. C'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui. Ce train, d'un luxe inouï, marche dans les pas de l'Orient Express. Le trajet, la décoration et le service sont identiques. Mais attention, ce n'est pas le train d'origine. En parallèle, un passionné relance, avec les véritables voitures ayant survécu aux guerres, le mythique trajet jusqu'à Istanbul. C'est le Nostalgie Istanbul Orient Express qu'empruntent de nombreuses stars à l'époque, dont Michael Jackson. Mais le train ne fonctionne que quelques années avant de s'arrêter de nouveau de façon assez mystérieuse. Les wagons disparaissent de la circulation. En 2015, Arthur Mettetal, un chercheur spécialiste de l'histoire industrielle, mène l'enquête pour le compte de la SNCF. Il s'agit de réaliser un inventaire mondial de l'Orient Express. Des voitures ont été retrouvées chez des collectionneurs, mais il en manque la majorité, celles utilisées pour le fameux Nostalgie Istanbul Orient Express, dont personne n'a plus de nouvelles. À force de persévérance, faisant appel aux données satellites et aux vues aériennes, Arthur découvre le fameux train héritier de l'Orient Express sur une voie à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Aussitôt, il prend un avion à destination de Varsovie pour se rendre à l'endroit exact où les vestiges ont été découverts. Il n'en croit pas ses yeux. Les voitures dormaient là, à l'air libre depuis une dizaine d'années. Étonnamment bien conservés, les intérieurs dévoilaient encore les marqueteries Morisson, Nelson, les panneaux Lalique, emblématiques du style art déco, restés intacts et gravés au motif merle et raisin. Un pur miracle. La SNCF entre alors en négociation très serrée pour la cession des wagons par le propriétaire du Nostalgie Istanbul Orient Express, qui finit par accepter en 2018. Un convoi exceptionnel escorté des forces de l'ordre rapporte alors le trésor en France. Depuis,
Aidée par le groupe Accor-Hôtel, la SNCF n'a de cesse d'œuvrer à la restauration des wagons retrouvés, promettant une réplique parfaite du train lancé en 1883 par Nagelsmaker. En 2024, l'Orient Express fera donc son grand retour. 17 voitures originales avec les décors exceptionnels datant de son fameux âge d'or des décennies 1920-1930. Les meilleurs artisans français travaillent encore sur le projet et le vice-président de l'Orient Express, Guillaume de Saint-Lager, se réjouit de voir cette aventure fabuleuse menée à terme. Les artisans révéleront dans quelques mois un train inédit, dont l'allure restera fidèle à la mémoire et l'art du voyage selon l'Orient Express. La légende est de retour, et avec elle, la redéfinition du luxe ferroviaire. Sans doute faudra-t-il débourser quelques milliers d'euros pour s'offrir les trajets les plus longs, dont le mythique trajet Paris-Istanbul, mais l'on ne peut que se réjouir de la renaissance d'un joyau à la fois artistique et historique, symbole d'une époque et d'un mode de vie. C'était Marie Petitot dans le podcast Plume d'Histoire. À très bientôt pour un prochain épisode de la série L'Orient Express.